Bienvenue à toi. Je suis Asma Belle. Dans ce podcast, je parle sans détour des vraies galères, des vraies souffrances, des vrais moyens de les comprendre pour les traverser, pour être avec toi et te rencontrer vraiment. L'objectif, t'aider à déployer ta connaissance de toi, du monde et des autres, pour aller là où tu as envie et être celui que tu veux être. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asma. Encore une fois, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on a encore un invité très spécial. Très spécial. On continue sur cette idée de donner la parole à des hommes importants pour moi, pour les gens autour de moi. Et aujourd'hui, on a un homme qui est très spécial. Très spécial parce que, bon, d'abord, c'est le mari de Gaël Petit, n'est-ce pas ? Et en plus, parce qu'il est très mystérieux. Alors aujourd'hui, on va entendre sa voix, on va entendre ses multiples accents, et puis on va entendre aussi parler de son histoire, cette histoire très spéciale qui lui a permis de rencontrer Gaël aujourd'hui. Et on va discuter de son rapport aux femmes et de la manière dont il a pu enfin rencontrer la personne qui était juste pour lui. Bonjour Rodney. Bonjour Asma, merci pour l'introduction. Comment t'as trouvé mon intro? Bien travaillé. Franchement, je suis honoré de l'introduction que tu m'as préparée. Ça m'a mis en confiance, donc voilà, je suis prêt à débuter ce podcast. Ben écoute, bienvenue. Je Bon. suis très contente en tout cas de partager ça avec toi. Je pense que ça va être hyper inspirant et puis que ça va donner voilà, d'espoir à plein de gens et puis que ça va ouvrir la possibilité de penser, de réfléchir et de ressentir autrement. Donc je suis super contente. Bon, alors déjà, ça te fait quoi de faire un podcast? Qu'est-ce que tu te dis? Comment c'est pour toi? Bah écoute, c'est mon premier podcast, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Évidemment, j'étais un petit peu nerveux quand même par rapport peut-être aux questions qui vont m'être posées. Mais sinon, non, je suis plutôt content de pouvoir raconter un peu mon histoire je sais que je viens de loin, donc peut-être que ça peut inspirer certaines personnes si je leur raconte ce que j'ai vécu ces dernières années depuis que j'ai commencé à travailler. Waouh! Eh ben, écoute, merci en tout cas de cette intimité que tu vas nous dévoiler. Je sais que c'est jamais très simple, en particulier pour les hommes, hein, de partager des moments de vie, mais effectivement, plus on est dans le partage, plus on est dans l'intimité, plus on peut inspirer. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce podcast aussi lors de ces rendez-vous. C'est quoi la première chose que tu as envie de dire quand tu penses à toi avant, en amour? On va dire, si tu nous faisais une description de toi, là, sur comment était Rodney, on va dire, allez, il y a 10 ans, tu vois? Il y a 10 ans, en amour, il était comment? Ben, je pense que franchement, j'avais une vision assez rigide de l'amour. Je me basais souvent sur ce que je voyais dans les films. J'avais un idéal de ce que pouvait être oui, une relation amoureuse. Après, je pense, bon, le problème, c'était que, évidemment, dès qu'il y avait un couac ou quelque chose, ou un conflit, j'étais anéanti et je voyais plus d'issue, en fait, hein. Donc, je me rétractais et je passais à autre chose. Mmh. Donc tu dis rigidité et disparition finalement de la relation, c'est ça que tu décris? C'était souvent en disparition parce que j'arrivais pas à gérer le conflit et je me disais que dès que l'autre personne en fait pensait pas comme moi, c'était voué à l'échec en fait. Mmh. Donc le conflit était le signe que c'était fini pour toi? Tout à fait. Waouh, OK. Et aujourd'hui, c'est comment le conflit dans ta vie? Aujourd'hui, j'ai appris que le conflit c'est nécessaire, que évidemment quand il y a des conflits, c'est pas lié à l'autre personne en fait, c'est souvent lié à moi-même. Mmh. Donc, avant que j'accuse l'autre personne, je regarde d'abord qu'est-ce qui a pu réveiller allez, cette anxiété en moi qui, bon, je dois avouer, c'est souvent l'anxiété en fait qui joue. Mmh. Et non, sur base disons que je suis plus aussi impulsif. Et avant de parler, je réfléchis et limite même je le laisse au lendemain avant de dire quoi que ce soit.
Donc tu as appris à différer et à utiliser le conflit à ton service finalement. Oui, évidemment, il y a des conflits qui sont plus difficiles à résoudre, mais je pense que tous les conflits, il y a toujours des solutions. C'est quoi la résolution d'un conflit pour toi? La résolution idéale d'un conflit? Euh, c'est de pouvoir se parler avec d'une manière réfléchie en fait. C'est Mmh. de mettre ensemble, de décortiquer ce qui a pu réveiller oui, ce conflit en moi et discuter avec l'autre personne, en fait, ce que l'autre personne pense de ma réaction ou ce que je pense. Et à ce moment-là, on arrive à, oui, à mieux s'exprimer. De toute façon, quand on n'est plus posé, on arrive à mieux s'exprimer. Et on est toujours à deux dans un conflit, donc il faut écouter l'autre. Ouais. Mmh. Et avant, c'était comment le conflit du coup? Ça prenait quelle forme? Ça prenait la forme, disons, le scénario habituel. Ça veut dire que je m'énervais, je voyais que mon point de vue, parce que, in fine, je pensais que j'avais toujours raison, en fait. Mmh. Je disais, bon, je suis gentil, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas la réaction espérée, que moi je trouvais juste, et oui, ça, la porte claquée, je disparaissais, je partais en vacances, j'allais boire des verres avec des amis, je sortais, je buvais beaucoup. C'était des excès en fait. Je faisais des excès. D'accord, donc tu faisais du bruit pour pas sentir, finalement la Tout à fait. peine, et la Oui, douleur du conflit, quoi. tout à fait. Qu'est-ce que ça te fait de reparler de ça, de repenser à ça? Qu'est-ce que tu te dis là maintenant avec le recul? Ben, je me dis que franchement, j'ai perdu beaucoup de temps pendant toutes ces années. J'ai perdu beaucoup de temps. J'étais comme un enfant en fait. Est-ce que c'est des regrets ou est-ce que tu considères que ça fait partie du processus, de traverser ça, tu vois aussi? Je pense que ça fait partie du processus parce que tout le monde doit y passer. Évidemment, quand on est dans un scénario qu'on connaît, on aime bien y rester en fait, hein, parce que c'est pas que on n'est pas tout seul en fait, hein, parce qu'il y a quand même le cercle d'amis qui m'encouragent en fait à le faire aussi, qui m'encourageaient à le faire. Hein. C'était le cercle d'amis qui disaient bah oui cette fille c'est rien pour toi. En fait, ils me validaient en fait en quelque sorte ma réaction en fait. Hein. Donc du coup ça me donnait, ouais, ça me mettait sur la mauvaise voie en fait. Hein. Donc Mais tu avais, un environnement qui effectivement alimentait, le processus finalement d'attitude d'enfant que tu décris quoi. C'est-à-dire voilà, bah, ouais. Bah, oui, en fait, mon cercle d'amis historiques, c'était des amis qui étaient comme moi, en fait, hein, qui faisaient la fête, qui n'avaient pas de relation stable, qui avaient été mariés peut-être à l'époque, mais qui étaient divorcés aujourd'hui. C'était en fait des gens qui me confortaient dans ma décision. Et ouais, je me sentais fort en fait à ce moment-là de faire une rupture de la relation parce que je me sentais, ouais, j'étais dans mon droit en fait. donc le conflit, c'est l'un des éléments premiers où tu vois qu'il y a vraiment du changement finalement. Oui, mais surtout oui, d'aller se regarder en fait quand il y a quelque chose, quand on sent quelque chose à l'intérieur de soi qui dérange, une certaine agitation intérieure. euh, il faut en fait, il faut en parler quoi. Parce que c'est pas normal en fait, parce que on sait comment on peut être posé, réfléchi, ouais, de réagir d'une manière intelligente, mais quand il y a une agitation intérieure qui commence à me rendre impulsif, où je dis des choses que je peux regretter par la suite, on sait que c'est pas à sa place en fait. Mmh. Oui, donc dès que tu sens qu'il y a un peu une disproportion des réactions, une agitation qui est un peu, exacerbée et cetera, tu te dis: «Bon, voilà, là, c'est pas le moment d'être en conflit, c'est plutôt le moment de se regarder, quoi». Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, en dehors du conflit, de te regarder dans ton cercle, bah, du coup amical, dans ton cercle, familial? Qu'est-ce que ça a apporté, cette idée de, voilà, de prendre le temps d'écouter justement cette intériorité, cette impulsivité? Je pense qu'il y a un flux en fait, hein.
ça a commencé par un état des lieux, en fait. Quand je me suis regardé, j'ai fait un état des lieux des gens qui m'entouraient, la famille, ce que la famille pensait de moi, ce que les amis me disaient, etc. Et oui, j'ai dû faire un grand nettoyage, en fait, ce qui a fait que je pouvais être plus m'écouter moi, en fait. D'accord. Euh, Parce que en fait, ouais, c'est des, l'entourage m'a beaucoup influencé moi en fait. Il faut se débarrasser des parasites pour pouvoir s'écouter soi. Ça, déjà, c'est la première étape à faire. Dans un deuxième temps, on arrive à s'écouter plus et de se faire du bien. Donc c'est comme si tu avais besoin qu'il y ait moins de gens, moins de bruit pour savoir vraiment ce que toi tu voulais, ce que toi tu étais, vers la direction que tu voulais prendre. C'était trop influencé par trop de gens. Oui, tout à fait. D'accord, OK. Donc ça a été la première étape pour toi en tout cas. Oui. OK, et alors, du coup, la qualité de tes relations, si tu peux me parler de ça, je trouverais, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui seraient super intéressés. Comment tu peux qualifier la qualité de tes relations par le passé, en particulier avec les femmes? C'était comment le lien, en fait? C'était un lien qui, au début, était souvent basé sur la fusion. D'accord. Parce que bah, c'est comme, bon, comme tu décris dans ton livre, hein, c'est souvent euh, tout est génial au début. On partage tout, on découvre, tout est très fluide en fait, hein. Et à ce moment-là, ouais, on part de ça. Et puis dès qu'il y a un couac, en fait, ça vient déranger le process. Je voudrais que tu me décrives la qualité de tes relations avant, la qualité des échanges, la qualité des moments passés, la qualité, des activités. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'était, avant de faire ce travail introspectif? Je pense que c'était souvent, c'était des relations basées sur les besoins à moi, en fait. J'écoutais pas trop les besoins de l'autre. Au niveau de la qualité, je veux dire, la qualité était bien au début, mais puis après un certain temps, ça devenait assez ennuyeux. On arrivait pas vraiment. Bah, c'était comme toutes les relations, en fait. À un moment donné, il y avait l'ennui qui s'installait et on n'arrivait pas à renouveler un peu ce qu'on avait au début. Et dans les échanges et la profondeur des échanges, c'était comment? Bah, la profondeur, il n'y avait pas trop de profondeur en fait, hein. Moi j'étais en fait, j'étais quelqu'un qui était fermé sur moi-même. J'étais une façade en fait, donc je montrais pas d'émotion. J'étais pas souvent en joie, en tout cas pas une joie qui était authentique. C'était une joie qui était basée sur les excès d'alcool et autre chose et le plaisir de la chair, quoi. Donc il y avait, finalement, peu d'intimité, émotionnelle, peu d'intimité dans le partage émotionnel, quoi. Tout à fait. OK, et aujourd'hui, après ce chemin, après ce travail sur toi, c'est comment la qualité des échanges, la qualité des liens? Bah, la qualité, c'est un autre level en fait. C'est, c'est, on se partage tout en fait. C'est surtout les peurs, les anxiétés que je refoulais à l'époque. Je peux les exposer à Gaëlle en fait, hein. Je les expose, elle m'écoute et on essaye ouais, de décortiquer et de savoir d'où ça vient en fait, hein. On accepte l'un et l'autre dans tous ces états, hein. Ça peut être quand on est en joie, quand on est bien, quand on est pas bien, quand on est triste, quand on est agité. Donc, on est Il y a, un accueil, inconditionnel, quoi. tout à fait. Et ça fait quoi, du coup, d'avoir, cette qualité de lien aujourd'hui? Ça fait beaucoup de bien parce que on arrive, on a une personne de confiance qui est là pour. Bon, j'ai une personne de confiance qui est là pour moi en fait, hein. Et on est coéquipier. Ça veut dire que
on est là l'un pour l'autre dans, dans tous les états possibles. Et ça fait franchement du bien d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute de mes besoins quand je vais pas bien. Oui, tout à l'heure, tu disais que finalement, la relation à l'époque était basée principalement sur, tes besoins à toi. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ça a bougé ça? C'est difficile à dire en fait, hein. Je mets souvent les besoins de ma compagne avant mes besoins souvent, quand la relation devient plus longue en fait. D'accord, donc tu t'occupes de tes besoins quand c'est à court terme, mais à long terme, l'autre, il devient plus important. Tout à fait. Alright. Ça te fait quoi de dire ça? Je pense que j'ai toujours eu le même problème. En fait, avant, j'écoutais. Tu sais, les besoins, ça a toujours été un sujet avec moi. C'est que je pensais que les besoins de l'autre étaient les besoins à moi, en fait. Ça peut aller de recevoir des cadeaux tous les jours, d'être pris dans les bras tous les jours, qu'on me fasse à manger tous les jours. Donc, en fait, je faisais avec ma compagne ce que moi j'aurais bien aimé qu'on me fasse à moi, en fait. Donc, D'accord. j'ai une relation un peu spéciale avec les besoins. Tu es encore en exploration sur les besoins de l'autre, tes besoins et comment, équilibrer tout ça? Oui, parce que je m'écoute pas, en fait. Donc, je Mmh. j'écoute pas nécessairement mes besoins avant les besoins des autres. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on va manger le soir, si on va au restaurant, si ou on doit partir en vacances. Ça peut être n'importe quoi. Donc, en fait, je laisse souvent l'autre décider. Ouais, c'est très intéressant et du coup, est-ce que ça te dérange de laisser décider l'autre ou est-ce que ça te convient? Je pense que ça me convient. Évidemment, quand il y a quelque chose qui est complètement contre mes principes, etc., où j'ai pas envie de le faire, ça peut arriver que je dise non, évidemment. Mais grosso modo, j'écoute souvent l'autre avant moi, quoi. Ouais, donc dire non, c'est quelque chose qui est pas agréable. Non. OK. Parce que ça veut dire quoi de dire non? Bah, quand on dit non, Asma, c'est, je- c'est ce que j'aurais pas envie qu'on me fasse à moi, tu vois. Mmh. Donc, c'est le rejet, en fait, hein. C'est le rejet. Et, ouais, c'est quelque chose que, tu vois, il y a toujours du travail à faire sur soi. Et toute la vie, hein. Ouais, tout à fait. Il y a toute la vie. Est-ce que tu peux me donner, voilà, des éléments de transformation massifs que tu vois quand tu regardes Rodney, il y a 5 ans et Rodney aujourd'hui? C'est quoi les plus gros changements que tu vois chez toi? Les plus gros changements, c'est que j'écoute quand même, je ne me laisse plus influencer par mon entourage. Donc, j'ai dû beaucoup quitter ce qu'il y avait avant. Les relations entre moi et ma famille, ça a beaucoup changé. J'ai réussi à apprendre à ne pas combler le vide avec des choses malsaines. Ça veut dire de se couper avec l'alcool. Euh, je regarde beaucoup moins la télé. Je passe beaucoup plus de temps avec moi. J'essaye de trouver des hobbies, des activités qui m'intéressent. J'essaye de me lancer dans des projets difficiles à entreprendre avant. Donc, je me vois plus courageux qu'avant. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de toi, finalement, avec tous ces changements, ces transformations? Grâce à mon travail, en fait, j'ai enfin réussi à construire quelque chose de grand, enfin quelque chose que je mérite. Je vois il y a encore beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à l'avenir pour moi. Je sens que je suis vraiment sur la bonne voie et je sais que avant je l'étais pas. C'est touchant, merci de partager ça. Et donc tu as fait le Love Programme Oui, et qu'est-ce que tu peux pourquoi tu recommanderais, aux hommes en particulier de faire le Love Programme? je pense que les hommes ont une certaine fierté et une certaine puissance qu'ils veulent toujours montrer de soi. Je pense que la plus grosse étape était vraiment de montrer qu'on est vulnérable en fait.
qu'on n'est pas tout puissant et que tout le monde a des failles. Et je pense que le Love Programme, ça permet vraiment d'aller se regarder ses blessures en fait et de mieux comprendre les réactions quand, oui, la réaction masculine, je veux dire, face à certaines situations. Aussi, une étape très importante de Love Programme, c'est vraiment de faire le nettoyage des fantômes en fait. Les fantômes du passé, c'est hyper important. Il faut avoir un clean sheet, donc une page vierge pour commencer une bonne relation solide. Waouh! Alors, hier, on a fait un live avec notre éditrice Sophie sur Instagram avec le compte de EH, donc la collection qui nous a, dans laquelle on est, chez Harper Collins. Et Sophie a fait un petit exercice hyper sympa et que je vais reprendre là, si tu es d'accord. C'est qu'elle nous a demandé, donc à la dernière question, donc après 1 heure d'échange, c'était de vendre le Love Programme. Donc, de faire un petit speech pour dire, OK, maintenant, tu dois me convaincre que je dois acheter le Love Programme. Mais je vais faire quelque chose de facile pour toi. Je vais te demander de le faire en anglais. OK, so you have to convince me. Pourquoi je dois lire le Love Programme? Okay, Yasma. The Love Program has all the means that actually belong to you, the means in your heart, and to attract love in your life. So the 6 steps, is that correct? 6 steps of the Love Program. If you follow them by the rule, then that will enable you to be as happy as I am in my life. I'm buying. All right, now. Dis-moi où je signe. Wow. Okay. Et how happy are you? I am very happy in my love life. I am convinced that Gail and I are building something very solid, that we are working towards a family, an ideal family. Maybe ideal is exaggerated because there's no ideal family. A family that that would be much better than the family we had in the past, our family. And I think that I'm on the right path. Et c'est comment de se sentir sur la bonne voie? Se sentir sur la bonne voie, ça permet de se projeter dans quelque chose de plus grand et de savoir que rien n'est impossible. Rien n'est impossible et que les choses dans lesquelles on ne croyait pas peuvent devenir réalité, en fait. C'est beau ce que tu dis. Okay. Ok, alors Rodney, si tu devais parler, je te pose une question que j'ai posée à mon mari il y a très peu de temps. Si tu devais parler à Rodney quand il avait 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à soulager, à soulager sa vie affective? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Quel conseil tu lui donnerais? Tu sais que quand j'ai écouté le podcast hier de toi et ton mari, je me suis dit, si Asma va me poser cette question, qu'est-ce que je vais répondre? Et j'avais quelque chose en tête. Et non, je ne sais plus. C'est pas grave, ça va revenir. Mais je pense que je vais dire je dirais au petit Rodney de bien choisir ses amis, ses faux amis, d'appeler à l'aide quand il va mal, d'arrêter de se faire du mal avec des substances illicites. D'accord. On parle de l'alcool. Ouais. Et entre autres. Hein. Et
je pense, Non, mais parce que sinon, demain, dans tous les tabloïds, oui, le mari de Gaël était un toxicomane avéré. Tu vois? bah, fumer des pétards, je pense, de nos jours, c'est plus vraiment illicite, hein. Ouais, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est quand on va mal, en fait, qu'il faut appeler à l'aide Ouais. et pas tout ravaler jusqu'à ce qu'on explose, en fait. Mm, Ça, c'est ce que j'ai envie de dire au petit Rodney. mm. Et ouais, de bien s'entourer, en fait. Ouais. Ok, alors j'ai une question un peu plus difficile. Ah, ok. Imagine Rodney dans 20 ans. Dans 20 ans. Donc, il a la vie de ses rêves. Ça y est, il est en place. Voilà. Et il va donner un conseil à Rodney aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait lui Ok. dire? Je lui dirais, aie confiance en l'amour, aie confiance en l'amour. Tu es aujourd'hui entouré de gens bien qui veulent t'aider, qui veulent te faire avancer. Ne, ne gaspille pas cette chance que tu as et continue à travailler sur toi. Reste, reste cette bonne personne que tu es aujourd'hui. Il est sur la bonne voie, quoi. Je pense que oui, parce que sinon je ne serais pas ici en train de parler. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que ça, être sur un podcast, clairement. Clairement. Comment tu te sens là avec le podcast? Je sens que j'aurais encore tellement de choses à dire. Je sens que j'ai dit des choses qui étaient un peu confus, pour moi, qui paraissaient un peu confus quand j'ai commencé à parler. Je sens que j'ai dit des choses qui font du sens. Je suis quand même très ému de parler avec toi aujourd'hui, Hmm. de dire ces choses. Et en parlant avec toi aujourd'hui, ça m'a quand même permis de me rendre compte que j'ai beaucoup de chance. Et ouais, et je te remercie énormément de m'avoir laissé parler de mon histoire aujourd'hui. Oui, tu as beaucoup travaillé, hein. La chance, tu sais, hein, c'est une option un peu pas très mesurable. Je sais, je sais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs là pour clôturer? En luxembourgeois. Ah. Je dois avoir Tu as des... 4-5 auditeurs en luxembourgeois quand même. Tu crois? Oui, t'en as? Ok. Ben, je sais pas, je sais pas. Ok, bah, oui, oui, bah, je pense que tu dois en avoir, hein. Ouais. Ich will gern all die No-Lauster, die diese Podcast lauschen, so en dass de Love Program Buch ass wat definitiv en kann helfen, sech ze verbeeren als Mënsch an engem weiter ze helfen als engem Partner liewen. An ich rekommandéieren vivement de Buch ze kaufen. Alors là, je suis désolée Rodney, mais il nous faut une trad hein, parce que je veux bien. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que le Love Programme, en fait, c'est un livre hyper important. Je conseille vivement de l'acheter, que ça va beaucoup aider les personnes à devenir meilleures personnes et pour oui, les lecteurs de devenir meilleures personnes et de les faire avancer dans leur vie en couple. Merci. Voilà. Voilà les Ouais. luxembourgeois, mes chers amis. Et alors comme on parle d'amour, on parle de relations, on parle voilà, on a évoqué plein de choses. On a évoqué, la question du conflit, la question des besoins, la question du changement, la question du nettoyage, de l'état des lieux. Enfin voilà, on a brassé un tas de sujets. Hem, J'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on clôture avec l'amour. Si on n'était que tous les 2 là et que en toute intimité et que tu laisserais un message, à ton amoureuse, qu'est-ce que tu lui dirais là? Je dirais, chérie, Ça fait très solennel, hein. Chérie, écoute-moi bien. chérie, chérie, je suis une personne qui a des failles. Je ne suis pas parfait, mais je serai toujours là pour toi, dans l'ombre et la lumière. Et
Je voulais te dire que tu m'inspires beaucoup, tu me donnes beaucoup de force. C'est toi qui m'as poussé à aller me regarder et c'est un grand cadeau que tu as pu me faire. J'ai hâte de construire une famille avec toi. Ah ben, écoute, c'est beau quand un homme parle d'amour. On les entend pas assez parler d'amour. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, faudrait qu'on laisse plus la parole aux hommes pour parler d'amour. Rodney, merci beaucoup pour voilà, pour ta confiance, pour le partage, pour l'intimité. Ce podcast était très riche, très nourri. Et, merci, j'espère à très bientôt. Comment Bah, j'espère aussi. t'as Ouais, vécu merci beaucoup. l'expérience? Ben, c'est comme à la télé en fait, hein. Je me sens comme si j'étais Ah sur un ouais, plateau de télé. devant au moins 5 millions de téléspectateurs là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien et non, comme je t'ai dit, ça m'a permis quand même de voir que que mes efforts n'ont pas été en vain et je suis content d'avoir pu partager tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup Rodney. Je te souhaite une Merci excellente beaucoup. après-midi. Bisous, bisous. Bisous.